Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Je vous annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Tahiru Korombaïzi, le directeur général de SUS UMEF, University of Niger. Donc avec lui, on va parler de son université SUS UMEF, Université, le temps de revenir. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié son rapport sur l'indice de développement humain IDH 2018. Dans ce rapport, le Niger occupe la dernière place, 189e sur 189 pays classés. D'aucuns pensent que ce rang est la résultante de la malgouvernance au Niger. Je vous invite à suivre l'administrateur civil Soumaïla Abdou. L'IDH, l'indice de développement humain, c'est un indice composite qui mélange l'éducation, la santé et les revenus par habitant. Ainsi donc, si nous essayons d'analyser un à un ces différents éléments, nous savons actuellement concernant l'éducation qu'il n'y a pas d'éducation nationale, qu'il n'y a pas d'école, l'école à terre, les enseignants qui sont précarisés, la qualité qui reste à désirer avec du déchet qui est produit dans notre école. Et si on compte le nombre de jours dans l'année, sur les 9 mois qui est censé durer l'année scolaire, à peine on peut avoir 2 mois d'études. Donc comme on dit, un pays ne vaut que ce que vaut son éducation. Donc ce n'est pas du tout étonnant sur ce point qu'on dise que le Niger est dernier. Si on classe les pays en termes d'éducation. Et lorsque vous prenez encore la santé, c'est là où encore le bas blesse. Allez-y voir comment les gens meurent en masse. Les centres de santé, les hôpitaux, les dispensaires sont devenus des miroirs. Il n'y a rien, même le simple quartem ou bien les paracétamol qu'on donnait aux gens avant, il n'y a pas ça. Les gants et autres, il n'y a rien du tout. Et quand vous prenez les revenus par habitant, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement de la population avec une oligarchie qui se met en place et toujours le même groupe qui capte les ressources au détriment du peuple qui s'appauvrit davantage. Donc pendant que eux ils deviennent extrêmement riches et le peuple devient extrêmement pauvre. Donc c'est ça le fruit de l'injustice sociale. Et cela découle des politiques publiques qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des Nigériens. Il y a une espèce de reproduction sociale qui est en train d'être mise en place, qui est implémentée quelque part dans ce pays-là. C'est-à-dire le fils du pauvre sera toujours pauvre. Et le fils du riche sera toujours riche. Et cette gouvernance, c'est une gouvernance qui est basée sur le mensonge. On clame de façon incantatoire des chiffres, des réalisations qu'on ne peut pas voir. Ces montants, c'est des montants factices. Parce que regardez la misère, la pauvreté, comment elle est. L'espoir a disparu dans les foyers. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. De toutes les familles, vous allez voir, c'est le désespoir qui est là. Du matin au soir, un père qui est là, qui se demande comment il va faire pour nourrir sa famille. Le Front pour la restauration de la démocratie et la République FRDDR a animé ce matin un point de presse au siège de Lumana. Il est relatif au retrait du parti UDR Tabata de Ahmadou Boubacar Sissé du Front de l'opposition. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Halidou Bouraïma. Sortis de leur réserve pour donner leur version des faits sur le retrait de l'UDR Tabat de la coalition. Motif de cette sortie médiatique des partis politiques membres du FRDDR qui n'ont guère apprécié l'attitude de certains membres de cette coalition. Il y a eu des velléités de la part de certains membres des structures composantes du FDR, des autres fronts, de procéder à des désignations parmi nos deux personnalités. Ce que d'abord nos textes ne permettaient pas, parce que les entités sont indépendantes, c'est-à-dire que chaque front a la possibilité de conduire ses activités. Et nous avons réglé cette question à la création en ne choisissant pas une structure organique, c'est-à-dire que le FDR ne remplace pas ses composantes. Notre proposition, c'était que le président Ousmane dirige le front et que le président Sissé soit un des vice-présidents justement du front. Parallèlement, on voit dans les réseaux sociaux qu'il y a une réunion d'investiture du président Sissé. Et pour qu'il y ait investiture, il faut au moins que nos textes soient en harmonie avec ce qui s'est passé. Du reste, il n'y a même pas eu de décision de ce part. Donc,
C'est de manière illégale que tout ceci a été fait, pour des desseins, en tout cas inavoués, que nous ignorons. Promis au poste de vice-président, Cissé s'est investi comme président, alors que ce poste est réservé à Mahamoud Ousmane. Sachant qu'une sanction lui allait être infligée, il a pris le devant pour se retirer du FRDDR, comme en atteste le porte-parole de la coalition. C'est ainsi qu'ils ont fait venir le président Cissé pour une soi-disant investiture, alors que formellement, ce qui a été demandé par la présidence tournante de FDR, qui était détenue par le président de non-affiliés, c'était une réunion du FDR. Comment une réunion du FDR peut coïncider avec une investiture que personne ne connaît? Voilà ce qui s'est passé. Et donc, tout naturellement, il n'y avait pas une rencontre. Monsieur Cissé n'est pas membre de la coordination nationale, il ne pouvait pas prendre part à une réunion. Du reste, il n'y avait aucune place qui a été réservée pour une investiture. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Il fallait donc prendre une mesure disciplinaire. Ce qui a su certainement atterrir dans les oreilles de M. Cissé, il a pris le devant et s'est retiré. Le front s'est dit ouvert au dialogue et les invite à rectifier le tir en revenant mener le combat ensemble pour la restauration de la démocratie et pour la défense de la République. Le club d'internautes Furtagui de Lumana a organisé récemment au bureau Lumana du quartier Bukoki une conférence débat. Elle a porté sur la contribution des jeunes dans la sphère politique du Niger. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Je vais entretenir, et c'était sous forme d'échange, je vais vous donner... Sensibiliser les jeunes politiciens sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie politique du Niger, mais aussi les contributions qu'ils doivent apporter pour le développement socio-politique au Niger. C'est l'objectif de cette conférence débat. Le conférencier Bana Ibrahim a d'entrée en jeu clairement expliqué l'importance et la place que les jeunes occupent au sein des formations politiques. Pour lui, les jeunes doivent être associés dans la prise de décision. Ce qui fait que les responsables politiques et les responsables du pays ont peur de la jeunesse, c'est que la jeunesse, elle incarne à la fois le présent et l'avenir du pays. Le présent, pourquoi? Lorsqu'on prend un pays comme le Niger, où plus de 70% de la population, ou presque, selon les chiffres des statisticiens, ont moins de 35 ans. Donc, on ne peut pas élaborer une politique, on ne peut pas élaborer une stratégie de conquête du pouvoir et laisser les jeunes à l'écart. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque tous les combats politiques sont en train d'échouer. Parce que quand on fait la stratégie, lorsqu'on détermine les moyens, les jeunes ne sont pas associés. C'est après, on vous dit, écoutez, sortez, allez-y affronter les forces de l'ordre. Pour ceux qui sont des partis politiques de l'opposition. Ou bien, pour ceux qui sont de la majorité, on dit, ouais, sortez, montrez à l'opposition que nous-mêmes, on a du monde. Pour l'organisateur, le choix du thème de cette conférence est bien réfléchi. Cette conférence débat à l'endroit de la jeunesse, c'est pour sensibiliser la jeunesse et amener la jeunesse à comprendre la politique. Et parce que nous savons très bien que, surtout à Lumana, la jeunesse est une jeunesse très forte et très dynamique et très déterminée à lutter et à être toujours prêt quand le parti a besoin de cette jeunesse. Donc c'est un peu ça qui nous a motivés à organiser pour sensibiliser la jeunesse, pour que la jeunesse puisse comprendre c'est quoi la politique. Parce qu'en politique aussi, il faut apprendre. Cette conférence qui vient de se passer, que les jeunes qui sont venus puissent comprendre l'utilité de cette conférence et
qu'un changement vient à l'endroit de la jeunesse pour que la jeunesse puisse changer de vision de politique. Cette conférence débat organisée par le club d'internautes Lumana Furtadji a enregistré la participation des structures de jeunes du parti, notamment le président de l'organisation de jeunes Lumana, les présidents des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey et ceux de certaines régions du Niger. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX continue son mouvement de grève entamé depuis le début du mois de septembre. Une grève pour exiger, entre autres, la poursuite des élections dans le rectorat de Niamey, dans le rectorat des universités publiques du Niger. Cet après-midi, le SNEX a rendu public une déclaration pour reconduire le mot d'ordre de grève. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. Il n'y aura pas encore de cours dans les universités publiques du Niger du lundi 17 au samedi 22 septembre prochain. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur reconduit son mot d'ordre de grève. Ce samedi, au cours d'une sortie médiatique, le SNEX a tenu à féliciter les militants pour avoir respecté le mot d'ordre de grève. Considérant que la remise en cause du système électif dans la gouvernance des universités publiques est une remise en cause des recommandations de l'UNESCO, considérant que la nomination des recteurs consacre la politisation de l'administration des universités publiques du Niger et l'instauration d'une gouvernance dirigiste aux antipodes des libertés académiques, de l'autonomie universitaire et de la responsabilité sociale, 3 principes cardinaux prônés par toutes les universités du monde, considérant la fuite en avant du gouvernement de la 7e République consistant à substituer l'adoption d'une loi de programmation par des réformes liberticides, le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX se félicite de la mobilisation sans faille, de l'engagement et de la détermination des militantes et militants pour l'aboutissement de ces justes et légitimes revendications. Exige du gouvernement la poursuite du processus électoral illégalement et brusquement interrompu à l'université Claude de Maradi. Rappelle à ce niveau que, conformément au principe de l'UNESCO, ni la liberté académique, qui englobe la liberté de recherche et d'enseignement, tout comme pour les étudiants la liberté d'apprendre, ni l'autonomie des universités, ne sont des privilèges, mais quelles sont les conditions fondamentales et inaliénables qui permettent à l'université, en tant qu'institution d'enseignement et de recherche, ainsi qu'à ses membres, de faire face aux responsabilités que la société leur confie, de les assumer pleinement et de les remplir pour le mieux. Ceci garantit l'indépendance à l'égard de toute ingérence politique. Exige du gouvernement l'adoption d'une loi de programmation à même de résoudre les problèmes récurrents d'infrastructures, de ressources humaines et financières, problèmes à l'origine des retards académiques. Le SNEX reste ouvert au dialogue franc et sincère et à toute réforme inclusive et progressiste concourant au rayonnement scientifique des universités publiques du Niger et réaffirme sa ferme détermination à défendre les libertés académiques et l'autonomie des universités publiques du Niger. Les enseignants-chercheurs des universités publiques ont entamé ce mouvement de grève en début septembre pour exiger la prise en compte d'un certain nombre de points de revendication, notamment la poursuite des élections des recteurs dans les universités publiques. Il faut noter que le gouvernement et les SNEX se sont retrouvés sur la même table le 7 septembre dernier en vue de trouver une solution aux revendications posées par le SNEX. Mais cette rencontre n'a rien donné. Le syndicat décide de reconduire son mot d'ordre. Je le disais donc au début du journal que nous avons un invité sur ce plateau et il s'agit de M. Tahiru Korambezi, le directeur général de SUS UMEF University of Niger. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, vous êtes là sur le plateau de Labari. Présentez-nous l'université suisse UMEF. Merci beaucoup chère madame, merci de me permettre de m'adresser à vos téléspectateurs. SUS UMEF University est une université suisse fondée à Genève en 1984, donc il y a 34 ans en arrière. C'est une université riche d'une expérience de 34 ans qui a 11 campus à travers le monde, en Asie, en Afrique et en Europe.
Nous enseignons dans plusieurs domaines à travers le monde. Nous avons un réseau de 11 campus avec environ 20 000 étudiants. Et notre université a des expertises dans le domaine de la finance, dans le domaine des banques, dans le domaine du droit, etc. Et notre université se caractérise du fait qu'elle a décidé d'aller au plus près des populations de tous ces pays-là, ces 11 pays dont j'ai parlé. Alors, pourquoi la création de SUSUMEF University ici au Niger? Alors, effectivement, SUSUMEF University est une université qui était fréquentée à Genève que par les enfants des riches. Parce que c'est une université qui coûte à peu près 15 millions par année. Et nous avons fait le pari de démocratiser l'accès à cet enseignement supérieur de qualité en ouvrant des branches dans les pays africains, dans les pays asiatiques, pour aller au plus près de ces jeunes-là qui ont besoin d'une formation de qualité mais qui ne peuvent pas se payer cette formation de qualité. C'est le but de notre université, c'est de permettre aux jeunes Nigériens et aux jeunes Africains en général, parce que nous avons le projet de construire le plus grand campus universitaire de la sous-région ici à Niamey. Donc notre but, c'est de permettre à ces jeunes Nigériens ou aux jeunes Africains en général d'accéder à cet enseignement supérieur de qualité que nous proposons. Justement, quelles sont les modalités d'accès à cette université? Alors, tout à l'heure, le premier élément de votre journal commençait par le classement du Niger par l'indice du développement humain du PNUD à la dernière place. Et pourquoi? Un des éléments qui avait été pointé, c'était l'élément de l'éducation. Donc, nous avons le projet, bien évidemment, de donner une formation de qualité aux jeunes. C'est pourquoi, pour accéder à notre université, les étudiants du niveau bachelor doivent passer par un test d'entrée. Un test d'entrée, nous avons eu déjà un premier test d'entrée cette année qui a eu lieu le 28 août. Un deuxième test d'entrée qui est prévu pour le 28 septembre. Le délai de dépôt des candidatures est prévu pour le 25 septembre. Et cette année, exceptionnellement, notre université mère, qui se trouve à Genève, a mis à disposition 9 bourses d'études pour les étudiants nigériens. Donc, à l'issue du deuxième test d'entrée qui aura lieu le 28 septembre, nous allons classer les étudiants des deux tests et nous allons octroyer les bourses pour les étudiants qui doivent aller à Genève, ainsi que les bourses d'études pour étudier sur notre campus de Niamey. Parce que sur notre campus de Niamey, à l'issue du test, nous allons classer les étudiants dans des catégories de frais d'études et les plus méritants d'entre eux bénéficieront d'une bourse à 100%, à 60%, à 50%, et les moins méritants vont accéder à notre université sans bourse. Je précise juste que pour notre test, un étudiant doit obtenir au moins 50 points sur 100 pour accéder à l'université. Ça veut dire que les étudiants qui ont moins de 50 points ne peuvent pas accéder à l'université. Okay. Alors, votre slogan est nous formons les leaders de demain. Expliquez-nous ce slogan-là. Alors, bien évidemment, comme je venais de le dire, nous sélectionnons déjà nos étudiants. Donc, nous sélectionnons nos étudiants parmi les meilleurs. Cette année, après le premier test, nous avons fait la moyenne du bac. La moyenne du bac de nos candidats qui sont admis, qui sont nos étudiants, ils sont autour de... La moyenne se situe à 12. Donc vous voyez que nous avons sélectionné les meilleurs étudiants, nous avons les meilleurs enseignants, nous avons des enseignants qui viennent de l'Europe, nous avons aussi des enseignants nigériens, les meilleurs d'entre eux. Et ce sont ces enseignants-là qui vont former ces générations futures, ces générations qui vont prendre le futur en main pour changer notre classement à l'indice du développement humain du PNUD. Et donc, ça, c'est les futurs leaders, c'est eux qui vont être formés pour prendre leur destin en main, pour changer la situation du pays et la situation de l'Afrique en général. Alors, dans les pays de la sous-région, est-ce que ça existe, SUSUMEF existe là-bas? Alors, SUSUMEF a un campus ici à Niamey, bien sûr, un campus à Bamako, à Abidjan, à Cotonou, à Lomé et à Libreville. J'allais oublier le Maroc et à Casablanca. Voilà, donc nous avons 6 campus à travers l'Afrique et ça me permet de préciser que notre but c'est de permettre à nos étudiants de circuler entre nos différents campus. Ça veut dire qu'on va faire de ces étudiants-là des étudiants internationaux
pour qu'ils soient des acteurs internationaux, parce que nous estimons que le voyage ouvre l'esprit, et d'aller dans d'autres universités avec d'autres réalités, d'autres cultures, se confronter à d'autres cultures, ça va donner une ouverture d'esprit à nos étudiants qui seront des leaders de demain. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler encore des qualités de vos enseignants? Alors, nous avons, comme je vous ai dit, des enseignants de 28 nationalités. Nous avons des Suisses, des Français, des Allemands, nous avons des Américains. Vous allez avoir une de mes étudiantes tout à l'heure sur le plateau, vous pouvez lui poser la question sur la qualité des profs qu'ils ont reçus. C'est des profs qui ont une expérience dans l'enseignement de 20 ans, de 30 ans, certains même de 40 ans. Notre recteur à Genève, qui est un de nos professeurs, ça fait 45 ans qu'il est dans l'enseignement. Donc ce sont des enseignants-chercheurs, ce sont des experts qui sont mondialement reconnus, et ce sont aussi des praticiens proches du terrain. On a ce mélange-là de ces trois catégories d'enseignants qui interviennent sur notre campus, et c'est le gage de la qualité de notre enseignement. J'allais oublier de préciser aussi que notre campus à Niamey est aux normes internationales par rapport aux équipements, par rapport à l'infrastructure, et donc nos étudiants ont un équipement et des outils pédagogiques modernes pour leur formation. Et ils sont dans des conditions pour bien étudier? Ils sont dans des très très bonnes conditions. Si vous allez dans notre campus de Niamey, il ne diffère pas de notre campus de Genève. Donc nous avons vraiment un même standard sur nos 11 campus à travers le monde. Alors, quelles sont les facultés dans cette université? Nous avons commencé avec une faculté de droit, avec le niveau bachelor et le niveau master, une faculté de relations internationales et diplomatie, une faculté des sciences de gestion et une faculté de sciences informatiques qui va commencer cette année. Donc nous avons le niveau bachelor et le niveau master dans les 4 facultés, et nous allons très prochainement ouvrir une école doctorale avec un centre de recherche. Alors, merci bien, monsieur le directeur général. Maintenant, les téléspectateurs, je vous invite à suivre une vidéo réalisée par mademoiselle Safiatou Arzika, elle est de l'université suisse UMF University. Bonjour, je me nomme Arzaka Mohamed Safiatou. Je suis étudiante en 2e année en finance d'entreprise à SUSUMEF University of Niger. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que je participe à la conférence internationale des jeunes francophones qui se tiendra à Genève au Palais des Nations du 17 au 19 septembre 2018. Je représente ainsi la communauté SUSUMEF University of Niger, mais globalement la jeunesse nigérienne à cette rencontre, dont le thème est l'inclusion économique et financière des jeunes. Le choix de ma personne est justifié par mes résultats académiques. À cette rencontre, nous allons parler de sujets très intéressants, notamment l'inclusion économique et financière des jeunes qui vivent en général en marge du système économique. Au vu du potentiel des femmes qui représentent la majorité de la population, j'estime qu'il serait intéressant de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'accès aux prestations bancaires. Nous sommes ainsi 300 à être sélectionnés parmi 9000 candidats, dont Hamissou et moi de la communauté UMF. Alors, madame Safiatou Arzika Mahamadou, vous êtes étudiante en 2e année à Suisse UMF University. Alors, vous allez prendre votre avion pour ce soir pour participer à une conférence à Genève. Vous pouvez nous parler comment vous avez été sélectionné pour cette conférence? Alors, dans un premier temps, nous avons rempli un formulaire d'inscription en ligne sur le site de la francophonie. Et à l'issue de cette inscription, la francophonie avait sélectionné 300 participants parmi les 9000 candidats, dont 4 étudiants de SUSUMEF University of Niger. Ainsi, notre université a pris le soin de proposer de prendre 2 étudiants en charge, et le choix de ces 2 étudiants s'est porté sur les résultats académiques. Donc, c'est vraiment une université qui cultive l'excellence et le mérite, et c'est grâce à cela que je suis là présentement. Alors, arrivé là-bas, de quoi vous allez parler? La rencontre va concerner, c'est un cadre d'échange pour les jeunes, dont le sujet portera sur l'inclusion économique et financière des jeunes. Donc, au cours de cette rencontre, il y aura des débats, il y aura des tables rondes, il y aura des mini-ateliers de formation, et la conférence prévoit un espace d'exposition pour les jeunes porteurs de projets, afin que ces derniers puissent soumettre leurs projets à l'appréciation des participants et des invités.
Donc, comme je disais, c'est vraiment un cadre d'échange qui nous donne l'occasion d'exprimer nos points de vue, nos préoccupations concernant le manque d'emploi des jeunes et ainsi trouver des solutions ensemble pour favoriser notre inclusion économique et financière. Alors, Madame Safiatou, en tant qu'étudiante à SUSUMEF, quel appel avez-vous à l'endroit des nouveaux bacheliers de Niamey, puisqu'ils se font déjà des idées, ils disent que c'est une université des riches. Vous, en tant qu'étudiante, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comme M. Tahir disait précédemment, SUSUMEF University, elle accueille ses étudiants par le biais d'un concours qu'ils doivent passer, et ce sont les points que ces étudiants acquièrent au test qui va déterminer les frais qu'ils auront à payer pendant l'année scolaire. Ainsi donc, j'appelle vraiment, je les invite à intégrer l'université parce que, comme je le disais, c'est une université qui prône l'excellence et elle cultive le mérite. C'est-à-dire que leurs efforts seront largement récompensés, et au cours de cette année scolaire, nous avons eu vraiment des professeurs hautement qualifiés. Ils viennent de par le monde et ils sont ouverts à toutes les propositions. Ils sont vraiment à l'écoute des étudiants, et leur préoccupation, on sent que leur préoccupation, c'est vraiment de nous donner un enseignement de qualité. Alors, Madame Safiatou Arzika, merci bien. Merci. Nous poursuivons donc ce journal. L'hôtel Solix de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la première édition dénommée 227 Talks, une conférence avec les jeunes initiés par l'université EDU en collaboration avec l'UNICEF. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Dumi. Conformément à son slogan UNICEF pour chaque enfant, la dite institution onisienne vient par la présente, en collaboration avec l'African Development University, lancer une conférence avec les jeunes dénommée 227 Talks. Une toute première initiative au Niger permettant aux acteurs porteurs de projets ou d'ambitions d'exposer leur vision ou production innovante afin d'insuffler de nouvelles idées à la génération montante. Occasion pour la représentante de l'UNICEF de réitérer l'engagement de son institution à soutenir la jeunesse nigérienne pour relever les défis qui sont les siens. Je crois qu'il est important qu'ensemble, nous commençons à développer un récit qui rayonne d'espoir et de potentiel pour les enfants, afin également de promouvoir la solidarité, d'inspirer la jeunesse nigérienne et d'engager une conversation positive autour des droits de l'enfant et des jeunes. Un récit dans lequel toutes les parties prenantes peuvent trouver une résonance sur les plus grands atouts du pays. Dans sa nouvelle programmation, l'UNICEF s'engage à accompagner et à encourager les jeunes au Niger à développer, créer des solutions pour répondre aux défis auxquels ils font face à travers des approches innovantes et rassembler les partenaires publics, privés et autres parties prenantes autour de ces solutions pour favoriser leur mise à l'échelle dans une dynamique de ce que nous appelons la co-création. 4 jeunes, dont 2 filles et 2 garçons, étaient à l'honneur pour cette première édition du 227 Talks, à travers laquelle ils ont partagé avec une vive émotion les temps forts de leur petite expérience de réussite. Une initiative vivement louée par l'un des membres du gouvernement présent à cette cérémonie. C'est une bonne initiative et c'est une activité qui m'a permis personnellement de découvrir des jeunes talents et de découvrir aussi les activités qu'entreprennent l'UNICEF d'un commun accord avec African Development University. Et ça m'a aussi beaucoup ému d'écouter les histoires individuelles des différents lauréats et aussi les talents qu'ils ont m'ont beaucoup impressionné. J'ose espérer que les initiateurs de ce genre d'activités auront à les perpétuer et aussi à élargir un peu plus leur audience. Ça permettra de sensibiliser et de conscientiser d'autres jeunes autour de beaucoup de thématiques de la vie de tous les jours. Avec la réussite enregistrée par la première édition du 227 Talks, d'autres suivront sans nul doute, étant donné qu'il s'agit d'une initiative à laquelle l'UNICEF fonde beaucoup d'espoir pour une amélioration des conditions de vie de la jeunesse nigérienne.
Autre aspect de cette édition, après une analyse approfondie de la situation qui prévaut à la mutuelle d'épargne de crédit des femmes à MECREF, les membres sociétaires de la dite institution ont rendu publique une déclaration afin de fustiger la gestion actuelle de la mutuelle depuis l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. Le résumé avec Nasser Dantoufo et Sadoutoumi. Créé pour être un outil de développement au service exclusif des femmes en vue de leur autonomisation économique, la mutuelle d'épargne de crédit des femmes MECREF est à ce jour au bord du gouffre du fait de sa gestion chaotique depuis l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante dont les sociétaires de l'institution ont fustigé et continuent à décrier. De sa création à sa dernière assemblée générale de 2015, la MECREF a octroyé à ses membres 24 791 223 francs. Au lieu de féliciter et d'encourager ces 20 dames qui ont contribué à améliorer les conditions de vie de leurs sœurs à travers une saine gestion, l'ARSEM, dont les membres sociétaires ignorent jusqu'à présent l'idée qu'elle a derrière la tête, a soumis au ministère de tutelle la grave décision de destituer les dirigeantes et la directrice générale. Au mépris des dispositions statutaires et réglementaires. Les membres sociétaires ont fustigé cette décision et sont allés plus loin en déclarant publiquement lors d'une assemblée générale extraordinaire leur volonté de réhabiliter leurs dirigeantes, mais en vain. Devant cet état de fait, nous sommes en droit de nous demander à qui appartient la MECREF, qui ignore le mécanisme et les stratégies utilisées par ces pauvres dames bénévoles qui se sont constituées en associations mutualistes. Pire encore, nous avons constaté que depuis le départ des dirigeantes restituées, la MECREF sombre dans un chaos total malgré les tentatives de redressement. Pour ces femmes membres de la MECREF, elles estiment toujours être en droit de s'inquiéter de cette mauvaise gestion depuis l'arrivée de la nouvelle directrice générale qui pourtant est même en période d'essai. En 20 ans, la MECREF n'a jamais été victime de quoi que ce soit, alors que sous sa direction, il y a eu le vol rocambolesque de plus de 15 millions de francs qui est resté lettre morte sans coupable. Le vol de 900 000 francs dans son bureau resté sans suite. À peine recrutée, elle s'octroie un crédit de plus de 3 millions dans l'opacité totale. Les affectations arbitraires du personnel sans tenir compte de l'adéquation profil-emploi. La zizanie entre les employés qui ont trimballé devant les tribunaux des fois pour des fautes non commises. On est en droit de se demander quel est le rôle du comité de suivi de l'ARSEM qui dit accompagner l'administrateur provisoire. Rappelons à l'ARSEM que jusqu'à preuve de contraire, la MECREF appartient à ses membres et que l'AG est souveraine et que cette AG est constituée uniquement des membres de la MECREF. Ainsi, à travers cette déclaration, les femmes membres sociétaires de la MECREF tapent du poing sur la table et useront de toutes les forces pour sauver et redresser la MECREF qui longtemps a servi d'appui à leur autonomisation tant prônée par les autorités du pays. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.